Bonjour, bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécos, des Becs qui osent, des Becs qui ont osé causer, qui vont oser causer, Bécos, pourquoi, comment. Alors on se trouve aujourd'hui, le 25 février, au sud de la Réunion, du battant des lames au sommet des montagnes, et là on va dire du battant des vagues au sommet des montagnes. Alors aujourd'hui, on va rajouter à ces Bécos Sobat Cause. Sobat Cause, à la Réunion, c'est quand on débat de quelque chose, tous ensemble. Et hier, on a eu la joie d'assister à une conférence, un peu inhabituelle, de dire, sur une thématique qui n'est pas forcément très agréable, ni à écouter, ni à entendre, ni parfois à témoigner. C'est la fin de vie, la fin de vie de personnes pour laquelle elles peuvent être institutionnalisées, notamment dans des établissements, ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements d'hébergement des adultes sous dépendance, des EHPAD, personnes âgées en dépendance. Il y en a un petit peu partout en France et on a la chance aujourd'hui donc d'accueillir une personne qui en a écrit un livre de témoignages. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Alors c'est une vraie joie de t'accueillir parce que finalement à Saintes, le 19 mai 2023, nous avions accueilli Régis. Régis, médiateur de l'innovation. Je lis parce que ce que nous dit Régis, c'était médiateur de l'innovation qui allie raison et passion pour mieux vivre le temps restant et en partager les instances. Et c'est un monsieur qui, quand tu lui donnes un chiffre, il te déblatère tout un tas de choses, et un chiffre entre 0 et 37. Et pourquoi 37 ? 37, c'est la température du corps quand tout va bien. Absolument. Aujourd'hui, nous en sommes au 41e des causes. 41. Est-ce que les EHPAD ont-elles de la fièvre? Sont-elles en bonne forme? Ou comme pour un être humain, on pourrait dire attention, il y a 41 de fièvre de température dans les EHPAD. Est-ce que ça va mal? Dis-nous en plus. L'observation, je pense qu'elle est aujourd'hui générale. Tout le monde observe les dysfonctionnements dans les EHPAD. On observe aussi en France métropolitaine la fermeture des EHPAD parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de personnel pour le faire tourner. Donc ça met les familles, ça met les résidents, ça met les soignants dans des situations super compliquées. Oui, je pense que les EHPAD chauffent et brûlent sévèrement. On voit que depuis la crise du coronavirus, mais la crise du coronavirus n'est qu'un élément déclenchant de cette situation qui est aujourd'hui absolument abominable, déplorable, irrespectueuse et indigne d'un pays comme celui dans lequel on vit. On sait que la population vieillissante augmente de plus en plus. On sait qu'il faut mettre des moyens pour les prendre en soin, les prendre en charge. Il faut aussi prendre en soin les soignants parce que s'ils ne sont pas debout, ils ne pourront pas s'occuper des personnes qui, elles, sont allongées ou pour les maintenir debout. Oui, nos EHPAD ont de la fièvre et il faut trouver, outre le traitement, pas juste pointer du doigt le symptôme, mais aller à l'origine de la maladie elle-même. Alors, tu as publié un livre, et tu vas peut-être nous en expliquer, sachant que l'objet n'est pas ce livre aujourd'hui, même si vous en aurez la description dans le lien, en dessous de cette vidéo. Robert et Lily, ils avaient l'habitude de prendre leur petit monsieur et madame, donc mari et femme, ils avaient l'habitude, tu nous le racontes dans ce livre, un petit verre de suze et un quart de vin le dimanche. Et puis avec ce confinement, bien sûr, pour leur bien, on disait, pour leur santé, ils n'avaient plus ce petit moment de loisir. Et je pense, avec ce confinement, à tous ces joueurs de pétanque qui se rencontrent parfois dans un endroit, le petit village, ou celui, ou le routier qui va prendre son steak frites pour faire la pause. Le confinement, il ne pouvait plus. Comment as-tu vécu ce confinement au sein d'une EHPAD où finalement on aurait peut-être tendance à penser que laissez-les vivre dans la dignité, laissez-les mourir, et que de quel droit avons-nous de leur imposer finalement des restrictions sanitaires
des restrictions sociales, à tel point que monsieur et madame ne pouvaient plus boire quand ils voulaient cette suze ou ce quart de vin. L'histoire de Lily et Robert, c'est pas vraiment celle-là, mais je rejoins ce que tu dis. L'histoire de Lily et Robert, c'est un couple que j'ai rencontré au tout début de mon accompagnement des personnes âgées à Limoges. Et effectivement, lorsque Lily est décédée, Robert, qui a été mis en EHPAD, n'avait plus le droit de prendre sa petite suze et son quart de vin parce qu'à l'hôpital, c'était pas son plaisir qui était pris en priorité. Pour en revenir aux EHPAD et aux injonctions, aux restrictions et au confinement, comment je l'ai vécu? Tellement mal que pour le coup, j'ai fini par démissionner. Parce que ce qu'on me proposait ou ce qu'on m'imposait de faire, de proposer aux personnes âgées ne correspondait pas à mes valeurs. Et pour moi, il y avait une incohérence. Dans l'unité dans laquelle on était, je ne parle que de l'unité dans laquelle on était, les gens étaient ensemble. Et comme il n'y avait pas d'éléments extérieurs, à part nous, soignants, qui rentrions pour venir les prendre en soin, pourquoi est-ce qu'on les confinait dans leur chambre alors que dans l'unité dans laquelle ils étaient, on pouvait continuer à les faire vivre ensemble? Effectivement, s'il y avait eu à un moment donné un cas, faire des unités isolées, c'était juste et justifié peut-être, mais dans l'ensemble, confiner les personnes dans leur chambre en les interdisant de sortir, en leur interdisant le fait de se retrouver à la table commune pour manger, etc., ou pour les animations, ça me paraissait totalement indigne parce que lorsqu'on est dans la solitude et dans l'isolement, dans la peur en plus de mourir et de voir ses proches mourir, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'à un moment donné, on n'a juste plus envie de vivre, quoi. Et aujourd'hui, on peut observer tous les gens qui ont été en syndrome de glissement, même s'ils ne sont pas morts de la Covid, ils sont peut-être morts de solitude, de peur et d'isolement parce qu'il n'y avait plus personne pour venir les voir, quoi. J'aurais préféré que tu me laisses partir, mon petit. Tu vois, cette phrase, elle met encore de l'émotion dans ma voix parce que hier, lors de la conférence, on avait Emma, une soignante, qui, lorsque j'ai évoqué ce passage, alors je remets dans le contexte, Lily et Robert, les deux personnages dont je parlais, que j'ai accompagnés à Limoges, vivaient ensemble au domicile et tout a été mis en place pour qu'ils continuent à rester au domicile. Lorsque Lily est décédée, Robert s'est trouvé tout seul, a perdu tous ses repères, parce que c'était 60 années de vie commune avec des repères bien installés, bien ancrés. La suze le dimanche, les desserts le dimanche, le quart de rosé le dimanche. Lorsque Lily est décédée, Robert s'est retrouvé tout seul. Et pendant la canicule de 2003, il a fait un AVC. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Il s'est retrouvé à l'hôpital parce que moi, Nathalie, avec mes petites compétences de sauveteur, secouriste, j'ai réussi à appeler le 15 et à prodiguer les premiers soins. Il est resté à l'hôpital dans une situation d'isolement et de détresse totale. Et à chaque fois que je venais le voir, la première chose qu'il me disait, c'est « J'aurais préféré que tu me laisses partir, mon petit ». Je suis un grand écrivain. Mon prénom, c'est Victor. Mon nom plus connu peut-être, c'est Hugo. Je suis Victor Hugo et les mots manquent aux émotions que tu es en train de nous faire partager. Tu as cité Victor Hugo hier dans cette conférence, c'était une phrase qui est forte pour moi. Pourquoi elle est si forte que ça d'ailleurs dans ton ressenti par rapport aux émotions que tu nous transmets dans ce livre, dans cet ouvrage? Parce qu'il me semble que si on ne parvient pas à exprimer ce qu'on a sur le cœur, dans les tripes, ça nous fait violence. Et cette violence-là peut ressurgir ensuite de manière inappropriée vers l'extérieur. On le vit aujourd'hui dans notre société. Chaque jour, on voit des drames. On ne comprend pas pourquoi parfois une personne âgée qui a vécu pendant 60 ans, 70 ans avec sa compagne l'assassine. C'est peut-être parfois, parce qu'on n'arrive pas à exprimer sa peine et qu'il n'y a surtout pas d'écho en fait. Il n'y a pas l'écoute de la douleur qu'on ressent et la réponse juste et appropriée peut-être à cette prise en charge et à cette prise en soin de ces émotions qui nous bousculent et qui nous traversent constamment. On va terminer, si tu le veux bien,
avec Yvette. Yvette qui finalement, tu vas nous raconter cette petite histoire, est finalement un témoignage peut-être qui pourrait faire penser que le hasard n'existe pas. La rencontre entre Yvette et notre grand et illustre écrivain Jean-Yves Jean d'Ormesson de l'Académie française, pour lequel Yvette, je crois, avait un grand amour. Cet amour qui lui était transmis par un livre qu'elle ne trouvait plus. Elle t'a demandé de chercher ce livre, de Jean d'Ormesson. Il était où ce livre? Alors le contexte, c'est que Yvette, je lui envoie un petit clin d'œil parce que c'est une grande histoire d'affection et d'amour, je dirais, une rencontre de cœur. Yvette, c'est une résidente que j'ai croisée au début lorsque j'ai commencé mon émission à l'EHPAD. On a vécu 4 années ensemble et à un moment donné, Yvette, qui recevait peu de visites et avait une grande passion pour la lecture parce qu'elle disait que ça ne faisait pas grossir, a perdu en fait cet élan. Après le coronavirus, elle n'avait plus envie de lire, n'avait plus envie de vivre et nous a demandé de la laisser partir. Et le dernier livre qu'elle voulait lire avant de partir, c'est un livre de Jean d'Ormesson qui est, je dirais, malgré tout, que ma vie fut belle. Donc moi, animatrice, qui prenait en soin les résidents en essayant d'animer leur quotidien et en essayant de répondre à leurs envies dans les détails, je lui avais proposé de lui ramener ce livre, de le commander. Et je suis rentrée chez moi avec la mission de commander ce livre. Lorsque je rentre chez moi et que je finis mon travail, j'ai besoin d'un petit sas de décompression. Donc je chausse mes baskets et je vais dans la nature. Ce jour-là, en chaussant mes baskets, en prenant mon chemin pour aller dans la nature, qui est une forêt de l'Ormont, l'endroit où j'habitais, sur un trottoir de personnes qui voulaient se débarrasser d'encombrants, sur la première pile des encombrants, il y avait ce livre de Jean d'Ormesson. Je dirais malgré tout que ma vie fut belle. J'ai pris ce livre, mon besoin d'oxygène, il a été mis de côté. Je suis partie avec ce livre, mais vraiment hallucinée de me dire, à la première heure demain, quand j'irai au boulot, je ne dirai bonjour à personne, je tracerai directement dans la chambre d'Yvette, sans oublier de taper et d'attendre sa réponse. Et je lui ai raconté l'histoire, et la première chose qu'elle m'a dit, au moment où je lui ai raconté l'histoire, en me regardant dans les yeux, elle m'a dit « On commence maintenant, tu n'es plus toute la vie devant moi ». Et lorsque j'ai refermé la dernière page de la lecture de ce livre, elle m'a demandé d'aller me reposer, c'est ce que je dis dans le livre, nous et les soignants aussi. Ma compréhension et notre compréhension, ça a été pour moi le fait de dire « Laissez-moi tranquille, prenez soin de vous, je vais m'en aller ». C'est la belle histoire d'Yvette qui est représentative pour moi du respect, de la prise en soin de nos personnes qui à un moment donné ne sont plus connectées à l'envie de vivre. Et c'est important pour moi de dire à l'envie de vivre parce qu'on peut être totalement debout, vivant et ne ressentir aucune pulsion de vie en fait. Le drame des êtres humains aujourd'hui, on a des robots qui consommons, mais qui ne vivront pas la pulsion de vie. Et ça, particulièrement chez nos vieux, voir des personnes qui sont dans la solitude, dans l'isolement, en train de mourir à petit feu dans la solitude, c'est indécent. Quel moyen on leur donne aujourd'hui? On leur dit, écoutez, c'est ce qu'on leur présente en fait, c'est la représentation. Vous êtes inutile, vous n'êtes plus rentable, vous coûtez à la société. S'il vous plaît, laissez votre place et faites-le avec élégance. Demandez à mourir dans la dignité. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui proposer à ces personnes-là, mais qui ont donné en fait, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Elles nous ont transmis des choses qui sont essentielles. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui leur proposer de vivre dans la dignité? Donc Yvette, c'est vraiment une grande histoire d'amour, je lui envoie un clin d'œil. Robert, Lily, Yvette, est-ce que nous sommes sûrs qu'elles ne sont que dans l'EHPAD où tu étais, ou est-ce qu'elles sont peut-être quelque part près de chez nous, peut-être au-delà de ces vagues? Finalement, ces témoignages que tu nous rapportes dans ce livre, donc tu peux nous rappeler le titre? Ça s'appelle Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés et vous pouvez le trouver sur Amazon KDP.
et donc qui sera en lien dans la description. Merci Nathalie. Vous voyez, finalement, ton travail en EHPAD, finalement, est-ce que c'était pas la meilleure opportunité pour s'en échapper, tout en restant, et ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, d'une nouvelle émission, de tes prochains objectifs, qui sont d'aller accueillir finalement, peut-être de ce qu'il y a le plus beau dans la vie, c'est peut-être la mort finalement, comme tu le dis si bien, comme d'autres l'ont dit avant toi, bien sûr, c'est que finalement la mort appartient à la vie, et qu'avant de s'occuper d'une belle fin de vie, il faut peut-être s'occuper d'une belle mort, il faut peut-être s'occuper d'une belle fin de vie qui visiblement n'est pas forcément à l'occasion de vivre dans toutes les EHPAD, non pas parce que les soignants ne sont pas ça, ne sont pas bien, c'est peut-être finalement que le cinquième risque, comme t'aimes bien parler le gouvernant et la sécurité sociale, ce cinquième risque qui est donc de s'occuper de nos gramounes, comme on dit ici à La Réunion, et bien que finalement on peut mettre beaucoup de moyens financiers, mais c'est d'abord des moyens humains. Alors merci Nathalie, merci à tous ces bécauses, tu as fait notre 41e bécause. Il y a de la fièvre chez ces bécauses et merci, et finalement quel clin d'œil à tous ces bécauses de terminer cette première série. Il y en aura une autre qui sera d'être le devenir. Que sont-ils devenus sous ces bécauses? Ce bécause, il faut quand même que les bécauses, pourquoi, comment, il faut redonner espoir à toutes ces personnes qui ont peut-être eu pour certains des vies brisées. Le meilleur est à venir. Merci Nathalie, vraiment pour ton témoignage, et puis bon courage à tous, et puis à un prochain bécause dans le courant de cette année 2024 et puis peut-être 2025. Prenez soin de vous et vivez, prenez soin de vivre d'abord. Merci à vous tous les soignants et bon courage. Prenez bien soin de vous. Au revoir.